Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est du sport. Aujourd'hui on va se poser une nouvelle question. Comment sont attribués les Jeux Olympiques ? Alors pour répondre à cette question, il faut retourner en arrière. Donc on a les Jeux Olympiques antiques, où les mecs courent à poil, on a le droit de se crever les yeux pendant le pugilat. Bref, c'est l'éclate. Enfin bon, on va peut-être pas revenir aussi loin, on va plutôt revenir en 1894, où un certain baron Pierre de Coubertin se met en tête que ce serait bien de recréer des JO, mais donc des JO modernes. Dès 1894, il va créer avec d'autres personnes ce qu'on appelle le CIO, c'est-à-dire le Comité International Olympique. Donc le baron Pierre de Coubertin veut ces JO modernes dans un esprit de participation entre les pays, d'entente, de création de valeur du sport. Donc c'est pour ça qu'il a notamment cette phrase célèbre: l'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. Ou le plus important aux Jeux Olympiques, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Dès 1896 auront lieu à Athènes les premiers JO modernes, avec des épreuves qui étaient assez classiques, donc avec de l'athlétisme, etc. Et c'est juste dans les éditions suivantes qu'on va avoir l'apparition d'épreuves un peu plus folkloriques comme le tir à la corde lors des JO de Paris par exemple. Donc après, pour en revenir donc à nos candidatures, comment ça se passe ? Donc en fait, le CIO a un certain nombre de membres, il a un président, il a un comité directeur, etc. Il va avoir une multitude de commissions qui vont être chargées de différentes missions. Donc dans le cadre des candidatures pour les Jeux Olympiques, il y a une commission qui s'appelle la commission d'évaluation. Et depuis 2015, où l'agenda olympique pour 2020 a été introduit, il y a un nouveau fonctionnement au niveau des candidatures, au niveau des étapes qu'il faut traverser. Donc je vais vous le décrire par la suite. Donc revenons sur la commission d'évaluation. Donc elle est présidée actuellement par Patrick Baumann, un Suisse qui est l'ancien secrétaire général de la Fédération internationale de basket association, donc la FIBA. Dans cette commission, on retrouve 11 membres qui sont issus soit du CIO, soit de fédérations internationales, de comités nationaux olympiques comme le Comité national olympique sportif français, du Comité international paralympique également. Il est à noter qu'il n'y a pas de ressortissants des pays candidats. Donc dans le cadre des Olympiades que nous avons parlé, donc pour les Olympiades de 2024, il y avait 4 candidatures. Donc il y avait Rome, Budapest, Paris et Los Angeles. Exit Rome et Budapest. Donc il n'y a pas dans cette commission d'évaluation, qui est notamment venue faire des visites, il n'y a pas de Français ni d'Américains. Et donc quelles sont les missions de cette commission d'évaluation ? C'est que le stipule la charte olympique. Le mandat de la commission d'évaluation est le suivant: analyser les dossiers de candidature avec toutes les garanties des différentes villes, inspecter les sites dans chaque ville, rédiger un rapport qui met en avant les opportunités et les défis des différentes villes, donc tout ce qu'elles peuvent faire de manière durable, et leur héritage et leur expérience en matière d'organisation de compétition et d'expérience des athlètes. Donc comme évoqué avant, il y a un nouvel agenda qui est rentré en application et un nouveau dispositif pour les candidatures pour les JO. Donc désormais on a plusieurs phases qui se déroulent sur une dizaine d'années depuis la phase d'invitation, donc qui est tout au début, avec une phase où en fait les pays se déclarent intéressés par l'organisation de Jeux Olympiques, donc les pays ou plutôt les villes candidates, et du moment qu'ils se déclarent intéressés, ils sont automatiquement dans le processus de candidature, alors qu'avant il y avait déjà une sélection. Donc ça c'est ce qu'on appelle la phase d'invitation. Donc ça peut être à partir d'une dizaine d'années avant la date d'organisation des Jeux Olympiques. Après il y a l'étape 1, donc qui s'intitule Vision, concept des Jeux et stratégie. Donc ça va être tout un tas de petits séminaires avec le CIO, les membres du CIO, des ateliers pour mettre en place sa candidature. Et à l'issue de cette première phase, on va remettre la première partie du dossier de candidature au CIO. Donc en fait dans cette première partie on va essayer de décrire quelle est notre vision de l'olympisme, comment est-ce qu'on conçoit des Jeux Olympiques, quelle stratégie on veut mettre en œuvre pour les développer au niveau de notre territoire.
On a ensuite l'étape 2, donc gouvernance, aspect juridique et financement des sites. Donc encore sous forme d'ateliers, de différentes participations, animations, où on va présenter comment est-ce qu'on va organiser toutes ces épreuves, comment est-ce qu'on va loger les personnes, comment est-ce qu'on va se protéger juridiquement, quelle sera la répartition des droits avec le CIO, avec le comité organisateur de la ville hôte, et quel sera le financement des différents sites. Est-ce qu'il va falloir construire de nouvelles infrastructures? Est-ce qu'il va falloir rénover les autoroutes, créer de nouvelles lignes de chemin de fer, etc. Donc c'est la question du financement, de ces infrastructures qui seraient nécessaires. Est-ce que ce sera uniquement des financements qui seront publics, ou est-ce qu'il y aura aussi des partenariats avec le domaine privé? C'est toutes ces questions-là qui vont être abordées dans cette phase. On pose également la question de tout ce qui va être durabilité des infrastructures. Parce que c'est bien de financer des infrastructures et de les créer pour les JO, mais il faut pouvoir les réutiliser derrière. Pour pas se retrouver avec des cas comme en Grèce avec Athènes ou au Brésil, où on a des structures comme le stade Maracana au Brésil, qui est en train d'être gagné par la végétation, ou des infrastructures qui sont totalement vides, inoccupées, délabrées, et ne servent pas à la population ni aux sportifs de ces pays. Et ça, c'est une raison pour laquelle il y a des candidatures qui se retirent, donc comme Rome et Budapest, parce que des JO c'est très coûteux, et si on n'a pas l'aval de la population, ça peut être très problématique de s'engager dans une telle candidature. Ensuite, on a donc l'étape 3 qui s'intitule livraison des jeux, expérience et héritage en termes de sites olympiques. Donc, dans cette phase, on va se poser la question de la faisabilité de la candidature. Est-ce qu'on va vraiment être capable de livrer tout ce qu'on ambitionne dans les temps donnés pour pouvoir organiser les JO en 2024? Quelle est l'expérience du comité qui se présente, ainsi qu'au niveau national pour tout ce qui est organisation de compétitions internationales, que ce soit par exemple une Coupe du Monde, un championnat du monde, une Coupe d'Europe, ou tout ce qui est compétition internationale dans les différents sports qui sont olympiques notamment. Quels sont les sites qui ont pu être olympiques par le passé qui sont présents? Quelle est l'histoire du pays au niveau olympique, ses champions, l'expérience de toute sa délégation? Et donc ces 3 phases vont durer environ 3 ans, avec à l'issue une visite de la commission d'évaluation du CIO dans les différentes villes candidates. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au mois de juin, où les membres de la commission sont venus à Los Angeles, puis ensuite à Paris. Et à l'issue de ces visites et des différentes parties du dossier qui ont été remises à l'issue de chaque étape, il y a en fait un rapport qui est rédigé par les membres de cette commission et qui sont envoyés aux membres du CIO, plus les membres des fédérations internationales, pour pouvoir se forger un avis sur la ville qui est la plus à même d'accueillir les JO 2024. Et ensuite, on va donc avoir le vote des membres du CIO qui vont se réunir cette année le 13 septembre à Lima et qui vont donc voter pour la ville qu'ils estiment la plus compétente, le projet le plus en adéquation avec les valeurs olympiques pour organiser les JO 2024. Cette année, il faut noter qu'il y a quelque chose qui pourrait changer un peu la donne. C'est le fait qu'à Lausanne, au mois de mai, il y a eu une réunion des membres de la commission exécutive du CIO où ont été adoptées à l'unanimité une recommandation en faveur d'un double vote pour l'attribution des JO 2024 et 2028. Donc ça doit encore être approuvé par une session extraordinaire où sont présents l'ensemble des membres du CIO. Et cette session extraordinaire doit avoir lieu les 11 et 12 juillet à Lausanne. Donc si elle est acceptée, ça veut dire que le 13 septembre à Lima, il y a des JO de 2024 qui ont été attribués soit à Los Angeles, soit à Paris, et les JO de 2028 au second. Alors pourquoi cette disposition? C'est parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des candidats.
On l'a vu, on en avait 4 candidats sérieux, il y en a 2 qui sont retirés, que ce soit pour des questions de moyens ou des problèmes sociaux dans le pays, avec un engouement qui n'était pas présent. Donc pour pas perdre un candidat sérieux, on préfère nommer directement 2 villes, leur accorder les JO et ils auront tout le temps nécessaire pour mettre en place le projet qui est le leur. Après, donc au niveau du vote, ça suit une méthode spécifique qui s'appelle la méthode de Combs. C'est-à-dire que c'est un vote à la majorité absolue. S'il n'y a pas de majorité absolue, on retire à chaque tour la ville qui a le plus petit score. Donc là, il n'y a que 2 villes. Donc même si une des deux n'a pas la majorité absolue, on va retirer celle qui avait le plus petit score. Et c'est donc celle qui aura le score le plus élevé qui va obtenir les JO 2024. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que sur les Jeux Olympiques, il y a pas mal de choses qu'on pourrait évoquer par la suite, notamment l'histoire de Pierre de Coubertin, décrire un peu plus ce qu'il a fait, comment il en est arrivé à devenir le père des JO modernes, et passer en revue un peu les différentes épreuves qui ont existé dans ces JO modernes jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours sympa, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer la page Facebook. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve dans une prochaine vidéo.